Il s'appelait Patrick Giovannoni jusqu'en 2015. Cet ancien agent de sécurité vit aujourd'hui sous une nouvelle identité et sous protection pour avoir brisé la loi du silence. Patrick Giovannoni a été le premier repenti de France. Il est le premier à avoir été admis dans le programme des collaborateurs de justice pour avoir notamment dénoncé les membres présumés de la bande criminelle corse du Petit Bar. Depuis ce lundi 3 novembre, il est jugé aux côtés d'un autre accusé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône au procès de l'assassinat de l'avocat corse Antoine Solacaro en 2012 à Ajaccio. Épreuve du statut à part de repenti, le huis clos a été prononcé pour assurer la sécurité de Patrick Giovannoni, jugé pour son implication dans la tentative d'assassinat de Charles Servoni liée à cette histoire. Alors en France, le statut de repenti est inscrit dans la loi depuis 2004. En collaborant avec la police et la justice, les repentis sont censés être protégés. Un donnant-donnant qui peut aussi leur permettre de bénéficier d'une diminution de peine en contrepartie d'informations jugées utiles livrées à la police ou à la justice. Ce statut, inspiré du régime italien, protège-t-il réellement? Quels sont les dessous du statut de repenti en France? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Charlotte Lesage, bonjour. Vous êtes journaliste pour le site internet bfmtv.com. Bonjour. Maître Clarisse Serre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate pénaliste et auteur du livre L'avocate et le repenti chez Sonatine Éditions. Nous reviendrons avec vous sur le statut de repenti en France. Mais avant, Charlotte, il faut repartir de l'assassinat de l'avocat corse Antoine Solacaro. C'était en 2012 à Ajaccio. C'était un matin d'octobre comme un autre. Antoine Solacaro, 63 ans, prend sa voiture pour rejoindre son cabinet d'avocat. En route, dans sa Porsche grise, le bâtonnier s'arrête à une station-service. Elle est située en bord de mer et il y achète son journal. C'est son petit rituel. Il le fait chaque matin. Mais alors qu'il s'apprête à se garer sur une place de parking, une moto s'arrête à son niveau. À son bord, il y a 2 personnes. Elles sont casquées. Et la situation dégénère en quelques secondes à peine. Antoine Solacaro est exécuté de 9 balles, dont 5 dans la tête, par le passager de la moto. Il n'a pas le temps de sortir de son véhicule et les 2 malfaiteurs reprennent la fuite, en laissant derrière eux 10 douilles de gros calibre. L'annonce de la mort de cet avocat réputé se répand très vite sur l'île de Beauté. Oui, il est l'un des avocats les plus réputés d'Ajaccio, un ténor du barreau, comme on a l'habitude de le dire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Antoine Solacaro, c'est 300 procès d'assises et 75 acquittements. Il a eu au cours de sa carrière des dossiers brûlants entre les mains. Jusqu'en 2011, il a notamment défendu Yvan Colonna, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet corse Claude Erignac. Il a aussi défendu à plusieurs reprises Alain Orsoni. C'est la figure du clan corse du même nom. Et d'ailleurs, le soir de la mort de l'avocat, le procureur de la République laisse peu de place au doute. Il dit que le meurtre était prémédité. Et il admet aussi que le mode opératoire a tout l'air d'un règlement de compte. Dans ce dossier, Charlotte, les investigations sont complexes parce que les enquêteurs s'intéressent particulièrement à la moto qui semble apparaître dans plusieurs autres affaires. Oui, au début du mois de septembre 2012, déjà, Charles Servoni, un salarié de la Chambre de commerce et d'industrie, échappe à une tentative d'assassinat. Là encore, ce sont 2 personnes à bord d'une moto qui ont tenté de le tuer. Et elle est identique à celle utilisée pour l'assassinat de l'avocat. C'est une BMW 1200 GS. Mi-novembre, c'est Jacques Nasser, président de la CCI d'Ajaccio, qui est abattu, là aussi par 2 personnes casquées. Et là encore, on retrouve le même modèle, un 2 roues, une BMW 1200 GS. En décembre de la même année, l'enquête s'accélère. Une moto est retrouvée au fond d'un ravin et les experts sont formels. Elle a bien servi pour les 2 assassinats et cette tentative. Les investigations mènent d'ailleurs très rapidement les enquêteurs sur une piste, celle des membres du gang du Petit Bar. C'est une bande corse qui est accusée de trafic de drogue, d'extorsion, de blanchiment et donc d'assassinat. Et c'est aussi la bande rivale du clan Orsoni. Et je le rappelle, Antoine Solacaro avait défendu les intérêts d'Alain Orsoni. Plusieurs suspects sont interpellés lors d'un vaste coup de filet dans ce dossier et en 2015, l'un d'eux brise la loi du silence. Tout à fait, il s'appelle Patrick Giovannoni et il livre des informations précieuses à la justice. Il dit avoir reçu les confidences de Jacques Santoni, que la justice soupçonne d'être le cerveau de l'équipe du Petit Bar. Il lui aurait notamment dit qu'il avait commandité plusieurs assassinats, dont celui de l'avocat. Alors, Maître Clarisse Serre, en livrant ces informations à la justice, Patrick Giovannoni devient le premier collaborateur de justice en France. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ce statut? Qui peut en bénéficier?
Alors d'abord, les choses ont changé puisque vous avez appelé ce monsieur collaborateur de justice. En fait, historiquement, à partir de 2004, c'est la première fois qu'on voit une loi en France qui consacre le statut à l'époque de repenti. Il a fallu attendre 10 ans pour avoir un décret d'application, donc 2014. Donc à l'époque, il est ce qu'on appelle un repenti, c'est la première chose. La notion de collaborateur, elle est vraiment intéressante parce qu'elle a été intégrée dans la nouvelle loi de juin 2025 sur la loi sur la loi narcotrafic. Ce changement de vocabulaire, j'espère qu'on y reviendra parce que pour moi, je suis contre ce changement de vocabulaire pour plusieurs raisons, notamment historiques et par rapport au diminutif que l'on peut donner, collabo. Je trouve que le mot, je l'ai déjà dit, je l'ai exprimé, moi j'étais contre, je trouve qu'il ne va pas favoriser les gens à parler. Il est trop stigmatisant. Il est trop stigmatisant. Alors des gens peuvent dire, entre guillemets, c'est de la vieille histoire en France. Alors c'est vrai qu'on constate que beaucoup de gens oublient notre passé, mais on constate aussi que beaucoup de gens ne l'oublient pas. Et puis ensuite, pour connaître malheureusement trop souvent les établissements pénitentiaires, on sait qu'en cours de promenade, on donne sûrement des surnoms. Repenti, si vous voulez, on dit, il n'y a pas de surnom qui existe. J'en ai jamais entendu. Collaboratoire, on voit très bien où ça veut venir. Ça veut dire collabo. Ce qui va nous permettre aussi de voir qu'il y a deux notions. Il y a est-ce que le repenti ou maintenant le collaborateur est détenu ou libre ? Parce qu'évidemment, la situation n'est pas la même. Pour ce monsieur-là, le fait d'être repenti, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que, à la différence d'un témoin protégé, le repenti, c'est celui qui a participé à une action criminelle ou correctionnelle. En tout cas, quelque chose d'illégal. Il va y avoir deux éléments possibles pour lui. Soit il va dire, par exemple, je fais partie d'une association de malfaiteurs, de terroristes, il y a un attentat qui va avoir lieu dans 3 jours, donc il va permettre de stopper l'infraction qui est sur le point de se commettre. Dans ce cas-là, il est repenti, mais surtout, il va pouvoir bénéficier, si toutes les conditions, il les coche, d'une exemption de peine. Si au contraire, a posteriori, il a participé à l'infraction, comme c'est le cas dans le cas présent de l'attentat dont a été malheureusement victime notre confrère que je connaissais, et ça a vraiment été une perte pour toute la profession, eh bien, en commettant l'acte, en y ayant participé, il ne pourra plus avoir une exemption de peine, mais il pourrait y avoir une réduction de peine. Donc, ce qui fait qu'en décidant de parler, il va avoir ce statut de repenti. La question qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'il peut dire n'importe quoi, il ne peut pas être considéré repenti. Et la deuxième question qui va se poser, est-ce que ce qu'il dit, c'est déjà des choses que savent les enquêteurs ? Et dans ces cas-là, ça n'apporte rien. Et donc, ça ne peut éventuellement, pour l'avocat qui le défend, permettre d'avoir des arguments pour avoir une diminution de peine. Mais ce n'est pas un élément nouveau. Le repenti, c'est vraiment celui qui va permettre soit d'arrêter une infraction, soit de permettre de savoir qui concrètement y a participé et donc de donner des éléments d'information que la justice et la police ne peuvent pas disposer autrement, et notamment la mise en cause d'une autre personne, notamment par le cas d'un commanditaire. Et évidemment, c'est l'importance, parce que ça c'est prévu par le code pénal déjà dans l'ancienne monture, et dans la monture actuelle, c'est l'article 132-78 du code pénal qui est vraiment fondamental. Pourquoi ? Parce que d'abord, il précise que c'est que ce repenti, mais surtout, il ne faut pas l'oublier, il dit très clairement que les déclarations de cette personne ne suffisent pas à elles-mêmes pour entrer en voie de condamnation. Et c'est aussi important de le dire parce que vous avez bien compris qu'il ne suffit pas que quelqu'un balance comme ça, il faut que ça soit des éléments corroborés, des éléments matériels, de téléphonie, d'ADN, de croisement, de géolocalisation. Mais que du déclaratif. Ce n'est pas que du déclaratif et c'est évidemment une protection pour une bonne justice. Alors Charlotte, justement, les déclarations de cet homme repenti seront au cœur des débats du procès qui se tient justement à huis clos. Tout à fait, le huis clos a été prononcé dès la 2e journée d'audience. C'est prévu dans le code de procédure pénale. Concrètement, il n'y a aucun public qui assiste au débat. Seuls les parties et leurs avocats sont présents. Dans cette affaire, il est jugé pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de la tentative d'assassinat de Charles Servoni. Il n'est d'ailleurs pas le seul sur le banc des accusés. Et ce huis clos, il avait été demandé par l'avocat du repenti dès l'ouverture du procès. Oui, cet avocat, c'est maître Laurent Franck-Liénard. Et pour appuyer sa demande, il rappelle que la Corse avait besoin de repentis. Mais pour ça, il faut des garanties, notamment de sécurité. Et la tenue de débats publics expose forcément le collaborateur de justice à de potentielles représailles, par exemple. Et c'est un problème puisque ça peut réduire à néant tout ce qui a déjà été entrepris pour briser l'omerta, en quelque sorte. Pour comprendre, la vie de Patrick Giovannoni a radicalement changé. Il est toujours sous protection policière, il vit aujourd'hui sous une autre identité. Pour comprendre, au premier jour du procès, il était installé de dos à la salle, il portait un masque chirurgical et une perruque.
Alors, Maître Clarissère, ce masque sur le visage, ce huis clos, est-ce que ça suffit pour protéger un collaborateur de justice? Et est-ce que le huis clos, il est maintenant systématique dans ces cas-là? Alors, il y a déjà beaucoup de questions. La première, c'est que je n'ai pas les compétences pour vous dire que le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est une certitude. La deuxième chose, c'est que celui que moi, je défends, puisqu'il est toujours malheureusement englué dans des affaires judiciaires, nous avons eu plusieurs procès déjà. Nous avons eu un procès qui s'est tenu à Marseille et qui, pour lui, a été tenu dans un autre lieu. Il était en visioconférence pour assurer sa sécurité. Et puis surtout, il a été un co-accusé dans une affaire très célèbre, une affaire d'évasion de Réau. Et là, il n'était plus repenti parce qu'il avait été exclu du système. Mais donc là, son visage avait été diffusé sur les écrans de la salle d'audience? Il y a eu une erreur qui a été commise. Mais lui, pour répondre à votre question, moi, je ne suis pas favorable au huis clos. Et pourtant, j'ai défendu cet homme, qui a un autre point commun, c'est qu'il bénéficiait d'identité d'emprunt. Mais ce qui avait été mis en place pour lui, c'était un paravent. Ça n'a pas fonctionné puisqu'il y a une erreur technique. Mais sinon, je pense que c'est la sécurité, c'est évidemment à repenser. Je ne sais pas mon domaine de spécialité, mais moi, en tant qu'avocat, je suis pour privilégier ce que dit le Code pénal et le Code de procédure pénale. Les débats doivent être en public, sauf des cas, par exemple, où ce sont des mineurs qui sont concernés en tant que victimes, sauf des cas de viol. Mais même dans les cas de viol, maintenant, on a des plaignantes qui demandent la publicité des débats. Mais le principe en droit pénal, c'est la publicité des débats, ce qui est important. Pourquoi ? D'abord, ça permet au public d'assister au débat et de se faire une idée de tout. Et ça permet aussi, moi j'accorde beaucoup d'importance aux médias, je ne suis pas forcément d'accord avec tous, mais ça permet au moins de rapporter à ceux qui ne peuvent pas assister au procès et de se faire une idée. Dans mon cas, moi, par exemple, le fait qu'il y ait une erreur, et le fait que ça a été public, on a, à ce moment-là, c'est la première fois qu'on commençait à parler d'un repenti, de se dire qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui a été exclu du système, qu'est-ce que c'est aussi ça qui m'a donné aussi envie d'écrire le livre, mais ça a permis aussi de voir que la France n'était pas encore prête à mettre ce système en place. Donc, le système du huis clos, c'est de se dire qu'effectivement, l'accès à la salle est limité, mais à l'extérieur, le risque zéro, heureusement pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'existe pas. Mais dans votre cas, là, pour votre client qui a été jugé sur l'évasion de Réau et cet incident, puisqu'il était caché derrière un paravent et que son visage est apparu sur les écrans, il y a une enquête qui a été ouverte. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour votre client et pour sa sécurité? Et est-ce que, plus largement, les cours d'assises, elles sont suffisamment préparées pour accueillir ce type de personnes encore rares en France? Alors, pour le mien, il n'y a eu aucune conséquence, sauf que le jour même, mais c'est aussi grâce aux médias que je l'ai appris, parce que le dossier l'audience était publique, il a été mis derrière un paravent. Quand il a été interrogé par la cour d'assises, il y a une suspension d'audience pour qu'il avance vers la cour d'assises, être derrière le micro. Le paravent a changé, je vous raconte ces détails parce que ça montre que c'est très archaïque. Et au moment où il s'est mis à parler, les écrans qui étaient sur le côté et derrière la cour d'assises, au-dessus de la cour d'assises, étaient noirs, donc personne ne voyait ce qui se passait. Mais en revanche, les écrans qui étaient côté public, là, tout d'un coup, il y a eu un espèce de bruit en disant « on voit son visage, on voit son visage ». C'est là que, mais il a fallu un temps, puisque c'était dans l'ancienne salle des grands procès d'assises qui n'existe plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Suspension de l'audience, on se rend compte. Mais il y a eu des comptes rendus judiciaires qui ont été faits. Ça a permis de montrer la difficulté et surtout, ça a permis de montrer qu'effectivement, pour répondre à cette question, les cours d'assises ne sont pas encore préparées pour accueillir. Mais ça se travaille en amont, ça se prépare. Mais rien ne vaut la publicité des débats. Il faut absolument concilier publicité et sécurité. Mais ça permet au moins d'avoir un débat contradictoire. Et puis, ça permet au public... C'est aussi, me semble-t-il, le rôle de la justice, de prendre toutes les précautions utiles, sachant que vous le savez, quand on va à un procès, surtout des procès dits signalés, d'abord, de manière générale, il y a un sas où on passe de sécurité, et dans les grands procès dits protégés, il y a une sécurité qui est renforcée. Il y a un tapis de sécurité, il y a un portique de sécurité. Donc, avant que quelqu'un en prenne physiquement un accusé, c'est quand même, je ne crois pas l'avoir déjà vu, et c'est rarissime. Et en tout état de cause, ce sont des procès dont il y a une alerte rouge. Donc, on peut prendre des précautions nécessaires. En plus, dans le cas de M. Giovannini, de ce que j'ai pu lire dans le compte-rendu judiciaire, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il est resté dans la salle d'audience, je crois, pendant 12 ou 13 heures, certes masqué, mais il a quand même été dans la salle d'audience. Donc on peut imaginer aussi qu'il aurait pu comparaître, peut-être que le paravent n'est pas la meilleure des solutions, mais paraître maquillé, grimé, et le procès aurait pu être rendu en audience. Mais je pense que, voilà, moi je m'interroge là-dessus parce que je pense que il faut trouver la solution pour concilier protection,
concilier le débat contradictoire qu'est la nature même d'un procès au pénal et publicité, parce que les gens s'intéressent à la justice, on le voit tous les jours, et que pour connaître ce problème du statut de repenti, parce que l'argument est de dire il faut inciter les gens à parler. Ah oui, mais comment inciter les gens à parler si eux-mêmes ne sont pas au courant que ça existe ? Et vous le dites dans votre livre que votre client est expulsé du programme, donc du service interministériel d'assistante technique, de façon arbitraire. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un repenti peut perdre à tout moment la protection dont il bénéficie, et notamment ce prénom d'emprunt ? Alors, nous, on est malheureusement également les premiers à en avoir fait les frais, puisqu'il est le premier qui a été exclu du programme. Dans des conditions que je déplore toujours à l'heure actuelle. Ça n'était pas prévu. Là, malheureusement, dans la nouvelle loi, il n'y a pas de décret d'application. Moi, ce que je préconise, puisque vous avez le versant judiciaire et le versant administratif, c'est-à-dire celui qui est libre et qui est repenti judiciaire, on lui octroie un repenti administratif, c'est-à-dire une protection. Alors, ce n'est pas une protection à l'américaine, il ne faut pas penser qu'ils sont tous les jours escortés, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe de manière progressive. Ils sont très encadrés au début et au fur et à mesure, l'identité d'emprunt leur permet d'avoir une vie comme monsieur tout le monde, mais ils ne sont pas H24 par des policiers. Donc ça, c'est assez déstabilisant. Et puis surtout, pour le mien, il a été le premier parce que ce qui aujourd'hui lui permet, à mon avis, d'être toujours en vie, c'est d'avoir l'identité d'emprunt qui lui a été maintenue, mais ça a été un combat judiciaire. C'est-à-dire que le SIAT l'a exclu validé par une décision d'une juridiction administrative à laquelle nous n'avons pas pu assister, à laquelle on n'avait pas pu exercer de recours. Et après, ils ont décidé de lui retirer son nom d'emprunt, mais ça dépendait plus de leurs compétences, c'était le juge judiciaire. Et là, l'avocat était prévu. Et donc, j'ai dû me battre. Première ronde, si j'ose dire, première instance, j'ai gagné. Ils ont fait un appel, la CNPR, ils ont perdu. Et il y a eu un pourvoi en cassation. Et il y a un arrêt inédit qui a été publié, je le tiens à le souligner parce que c'est un arrêt important, qui a dit qu'on lui laissait son nom d'emprunt. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que s'il n'avait plus son nom d'emprunt, comme il a été exclu, il n'a plus aucune protection, eh bien, il pourrait être à tout moment identifié. Et à tout le moment, vous savez comment ça se passe, puisque son nom d'origine est connu, puisqu'il y a eu des procédures judiciaires. Il suffit de taper, j'ai envie de dire, l'annuaire, on pourrait le retrouver. Donc, c'est vraiment ça, c'est une culture juridique, une culture administrative, une culture des mentalités qu'il faut absolument changer. Merci à toutes les deux pour vos lumières. Je rappelle votre ouvrage, L'avocate et le repenti, publié chez Sonatine Éditions. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes digitales de BFM TV et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Affaires suivantes, le podcast inédit.